Bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo et c'est normal, vous inquiétez pas, ça va revenir. Des grosses séries sont prévues de mon côté. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale, c'est une rediffusion de ma conférence pour un événement. Donc la SyncConf. La SyncConf, qu'est-ce que c'est déjà? C'est un événement organisé par Graven, Graven qui est un développeur, qui a une chaîne YouTube personnelle d'ailleurs, qui réunit développeurs, étudiants, jeunes, âgés, peu importe. Et donc il y a plein de conférences, des concours de code, voilà. Concours de code, et il y a un quiz de développeurs aussi vers la fin de l'événement. Donc là on était à la troisième édition et j'ai pu y participer. Voilà, donc je voulais juste vous prendre un peu avant pour vous remercier pour le parcours qu'on est en train de faire avec vous. Et rester actif et rester à l'affût. Parce qu'il y a des choses qui arrivent qui vont être incroyables. On va vous sortir du lourd. On va sortir, je vous préviens, de Discord.js, cette librairie, et on va aller vraiment vraiment loin. D'un point de vue de langage, je pense qu'on resterait sous les mêmes langages, malgré que je me tente de plus en plus à partir un peu sur du Python avec vous. Mais je ne sais pas encore si ça va se faire ou non. Préparez-vous, revoyez un peu vos bases un peu partout, et je vous laisse avec la conférence que j'ai un peu retouchée. Vous verrez, enfin, je parlais un peu de cubes, etc. Et je vais un peu vous faire une modélisation 3D pour que vous puissiez visualiser en fait mieux la chose. Donc je vais surtout vous ajouter du montage pour vous aider à comprendre mes propos. Merci, parfait, il y a le partage d'écran. Donc on va introduire le sujet dans un premier temps. Donc aujourd'hui on va parler des intelligences artificielles, les projets de demain. Donc on a fait, enfin j'ai fait un petit sommaire pour structurer tout ça. Donc on va voir les informations globales par rapport à ça, les types, la différence, le principe dans les projets et comment amener ça sur le commerce. Juste avant, donc, comme Graven a dit, je vais me présenter. Donc, moi, c'est comme Brunotto, développeur, youtubeur. Je bosse pour le groupe développement, donc sur la chaîne Développement Community. Je vous ai mis le Discord pour que vous puissiez demander de l'aide après la conférence, parce que j'ai sûrement balayé des choses et si vous voulez avoir plus d'informations, je vous inviterai sur ce serveur qui est un peu comme Graven, hein, c'est un serveur d'entraide de développeurs. L'Instagram pour toutes les demandes, etc. J'y répondrai et le GitHub si vous voulez approfondir vos connaissances par rapport à moi. Ça sera avec plaisir. Donc, on va commencer par les domaines pour un peu vous situer. Donc, dans un premier temps, les téléphones. Dans les téléphones, on va commencer par les préférences. Donc, dans la globalité, je pense que tout le monde a un téléphone. Donc dans les préférences, ça veut dire par exemple quand l'exemple que j'avais, c'était vous allez regarder sur YouTube pendant, on va dire, allez, une semaine du Graven, du développement community, enfin tout ce qui est dans le développement. Au bout d'un moment, YouTube, peu importe la plateforme, va tout simplement vous référencer des vidéos dans le domaine du développement. Donc, c'est le système que certains catégorisent comme manipulation, etc. C'est un outil incroyable quand même pour les youtubeurs, streamers, etc. Ensuite, au niveau des téléphones, l'assistant vocal, je pèse pas réellement mes mots par rapport à ça, mais de ce qu'on m'a dit, c'est une IA qui fonctionne derrière pour réaliser vos demandes, etc. Donc ça rentre dans la catégorie. Ensuite, il y a le Touch ID et le Face ID qui sont là entièrement dédiés avec l'IA pour reconnaître que ce soit l'empreinte donc digitale de votre pouce ou de votre doigt, peu importe, ou votre tête qui fonctionne avec beaucoup de séquences. Ensuite, dans le commerce, par exemple, un site de e-commerce va adapter ses produits selon votre demande. Par exemple, vous êtes, on va dire, le surfeur, il ne va pas vous proposer un produit de montagne. Il va dire, OK, il est très intéressé par le surf, donc tout simplement, on va lui référencer des sites où il peut acheter une planche de surf, par exemple. Donc voilà, concrètement, c'est de la mise en valeur de produits et de commerçants qui sont réalisés. Ensuite, les ordinateurs. Donc, alors personnellement, j'ai un Mac, donc je sais qu'il y a le Touch ID sur les Mac, en tout cas sur les derniers. Après, sur les PC Windows et les autres marques, honnêtement, je ne sais pas s'il y a le Touch ID.
Et chose que j'ai appris en faisant la conférence, c'est que les ordinateurs sont dotés d'une IA pour optimiser le processeur, la batterie et la bande passante. Ça veut dire qu'en fonction de l'utilisation que vous faites, et bah, tout simplement, ils vont adapter le processeur, la batterie et donc la bande passante pour minimiser l'utilisation si c'est pas utile. Et ensuite, j'ai choisi de parler un peu de l'argent, de la crypto-monnaie plus particulièrement, où les IA vont avoir un enjeu sur la sécurité. L'IA va en fait sécuriser. Ça veut dire qu'en cas de fraude, enfin, l'IA va détecter que là, il y a un problème et que ce n'est pas véridique. Donc, généralement, ils bloquent l'achat ou la vente selon l'utilisation. Et ensuite, là, c'est très dans le domaine de la crypto-monnaie, mais les blockchains de crypto-monnaie utilisent des IA. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une blockchain, je vais rapidement vous expliquer. Blockchain, concrètement, on peut catégoriser ça par un gros bloc. C'est un gros bloc qui contient beaucoup de nombres, enfin de valeurs, si je ne me trompe pas, c'est un gros algorithme. Et donc, c'est ça que, par exemple, les mineurs de crypto-monnaie utilisent. Donc, voilà dans les domaines que je voulais mettre en avant sur les IA, parce que c'est des domaines que beaucoup peuvent utiliser. Et donc, je trouvais ça très impactant selon vous. Ensuite, on va voir une définition des IA. Dans un premier temps, je vais nommer selon moi, enfin définir selon moi, c'est quoi une IA. Donc, une IA, selon moi, c'est automatiser un processus en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire. Par exemple, on va prendre la location d'appartement, on veut filtrer de la meilleure offre à la pire offre. Et ben donc ça, on va automatiser un processus en prenant en compte des valeurs, par exemple le prix, la surface, euh, les pièces voilà, d'un appartement ou d'une maison, pour ensuite simplement faire un tri et donc un classement. Maintenant, pour être sûr de mes propos, j'ai récupéré une définition qui dit l'intelligence artificielle est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Son but est de permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Donc voilà, ça c'est la définition qui est proposée par Google, si je ne me trompe pas. C'est une définition qui est correcte dans l'ensemble. Agir et penser comme des êtres humains, on y reste encore très loin actuellement, malgré que Google, apparemment, et ce n'est pas sûr, aurait créé une intelligence artificielle avec une conscience comme vous et moi, on a dans notre cerveau. On ne sait pas, on n'en sait pas réellement plus sur cette affaire, vu que ça a été fuité de la boîte, donc on ne peut pas savoir, on ne peut pas déterminer si c'est vrai. Euh, donc, on va maintenant voir les types. Donc, c'est un schéma qui est très connu de ceux qui se lancent dans les IA. Donc, on commence par intelligence artificielle. Donc, on a le traitement de langage naturel. Pour vous expliquer, le langage naturel, c'est le français, l'anglais, le chinois, l'espagnol, etc. C'est la langue que nous, on parle. Un ordinateur, si on lui prend le début de la conférence que je viens de faire et qu'on lui dit c'est quoi le plus important, il ne saura pas répondre parce qu'il ne comprend pas tout simplement ce que c'est. Donc c'est pour ça qu'il faut créer un algorithme, il y en a beaucoup qui existent déjà, hein, mais il faut créer un algorithme pour qu'il puisse soutirer, extraire les informations importantes. Ensuite, on a l'automatisation de processus robotiques. Donc, c'est exécuter une séquence répétable de tâches. Pour vous faire un exemple, parce que c'est pas très parlant comme ça, par exemple, un exemple assez concret, on doit dire oui, bonjour tous les jours à 8 heures. Et bah ça, un robot, c'est répétable, vu que c'est tous les jours. On a la date précise, 8 heures. Donc un robot, il se dit, OK, tous les jours, à 8 heures, je dis bonjour. Ensuite, on a les boîtes de discussion. Alors, pour vous expliquer, c'est un chatbot, concrètement. Mais pour expliquer, pour que ça soit beaucoup plus parlant, sur les sites de e-commerce et par exemple sur le site de Discord, hein, qui l'ont aussi, quand on envoie un premier message, c'est d'abord un bot qui va nous répondre. Alors, tous ne sont pas des IA, certains sont des IA, d'autres non, et donc ceux qui sont des IA, c'est généralement eux qui vont continuer, qui vont extraire réellement les informations que vous souhaitez. Par exemple, vous demandez
vous voulez acheter planche de surf, on va prendre ça comme exemple. Vous lui demandez s'il existe une planche de surf à Paris, par exemple. Eh ben, il est capable de vous dire si oui, il y a un magasin à Paris, si oui, il peut commander, etc. Ensuite, on passe à l'apprentissage automatique qu'on pourrait définir par le machine learning, l'apprentissage de la machine. Donc, on a la machine à vecteur de support. Donc, c'est excusez-moi, c'est le support de résolution de discrimination, excusez-moi, et de régression mathématique. Alors pour ceux qui sont pas hauts en maths, ce qui n'est pas grave, hein, c'est un niveau assez élevé. Pour vous expliquer concrètement, alors on va commencer par la discrimination. La discrimination, c'est prédire l'appartenance à un groupe prédéfini d'un ensemble d'observations. Concrètement, on va observer un ensemble de groupes donc prédéfinis pour excusez-moi, et modifier les variables prédictives. Et donc à la fin, on sort une prédiction sur l'appartenance du groupe. Et donc la régression, donc c'est très mathématique. Donc en gros, c'est un graphique, donc ordonnée et abscisse. On a plusieurs points et en gros, c'est une droite qui va passer au plus proche de tous les points. Donc ça, c'est la régression mathématique. Ensuite, on aura la forêt aléatoire. Donc, la forêt aléatoire, c'est un algorithme de machine learning pour obtenir une prédiction fiable grâce à un système de sous-espace. Concrètement, on choisit au hasard des caractéristiques et on va faire des observations et on va construire une forêt d'arbres de décision. Ça veut dire, plus on va avancer, plus on va se rapprocher tout simplement d'un résultat. Et donc, finalement, on va sortir la moyenne des résultats. L'arbre de décision, donc exactement comme je viens de dire juste avant, c'est une représentation des résultats possibles d'une série de choix interconnectés, excusez-moi. Je me perds dans mes mots. Donc voilà sur ça. Ensuite, on a l'apprentissage profond qui est le deep learning, qui est à peu près, on va dire, l'excellence de l'IA actuellement connue. Donc c'est extrêmement dur d'y aller. Avant, il faut faire un réseau de neurones artificiels qu'on va voir juste après, excusez-moi. Je vais vous faire un mini cours sur les réseaux de neurones, assez simple. On pourra approfondir si vous voulez. Euh, donc voilà, donc ça c'est le deep learning, c'est l'excellence par-dessus tout par rapport aux IA et c'est ce que tout développeur dans les IA cherche à obtenir. Donc, je vous ai fait un tableau pour vous représenter le machine learning et le deep learning. Donc, le machine learning est une forme d'intelligence artificielle qui est axée sur la création de systèmes qui apprennent ou améliorent leur performance en fonction des données qu'ils traitent. L'avantage, c'est qu'on a des données structurées. Ça veut dire qu'on envoie des données, je vais redire structurées, mais c'est pas parlant. Et concrètement, on va prendre l'exemple des appartements. Au lieu de donner tout le texte qui explique l'appartement, on va juste lui donner la surface, le prix et les pièces. Là, on a structuré nos données en 3 parties. C'est l'avantage et l'inconvénient. Je ne sais pas trop où le mettre en soi. Selon moi, c'est un avantage quand même, mais à redéfinir au cas où. L'inconvénient, et ça c'est le problème du machine learning, c'est qu'une interaction humaine est obligatoire. Le machine learning ne peut pas fonctionner si vous n'entraînez pas le processus, enfin l'algorithme dessus. Et le deep learning, donc le deep learning est une méthode d'IA venant du concept de machine learning. Cette méthode d'apprentissage dit profond se base plus spécifiquement sur la notion de neurones artificiels. Gros avantage ici, c'est les données non structurées. Donc là, on envoie le texte des appartements, il va récupérer le prix, la surface et les pièces. Et l'interaction humaine est facultative. L'inconvénient est personnel à chacun. Chaque développeur qui bosse dessus est confronté à ça. C'est que l'inconvénient est la puissance calculatrice de vos machines et ou le volume de données que vous avez. Ça veut dire que vous ne pouvez pas travailler sur du deep learning si vous n'êtes pas sûr que votre ordinateur correspond et a les performances pour travailler dessus. C'est un assez gros inconvénient et c'est pour ça que beaucoup de développeurs ne vont pas dessus. Hop, on va passer à la suite, donc au principe. Euh, donc le principe. Ici, on a les input layers. Donc ce sont les neurones recevant les données envoyées par l'utilisateur et enverra en fonction dans d'autres neurones.
En fonction, en fait, ça va venir par rapport aux fonctions d'activation. Et donc là, je vois qu'on aura largement le temps. Donc on va rapidement voir ce que c'est les fonctions d'activation. Ce PDF, pour ceux qui le veulent, je peux le mettre disponible. Je pourrais vous l'envoyer. Il est assez complet. Je n'ai pas tout fait. Je vous le dis maintenant. Le PDF regroupe des connaissances d'un peu partout. Pour être sûr, parce que j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Donc la fonction d'activation sert avant tout à modifier de manière non linéaire les données. Cette non-linéarité permet de modifier spatialement leur représentation. Dit simplement, la fonction d'activation permet de changer notre manière de voir une donnée. Ça veut dire que concrètement, on a un gros bloc de données. Nous, humains, c'est brut. On ne sait pas lire les données brutes, donc il nous faut tout simplement quelque chose pour mieux les visualiser. La fonction d'activation, c'est exactement à ça qu'elle gère. Elle gère à ça. Enfin, elle sert à ça, excusez-moi. Donc concrètement, on a une donnée brute, un gros bloc, et ben on va le transformer en chose lisible pour nous humains, parce qu'on n'est pas des machines malheureusement, je vous le rappelle. Alors, je rentre un peu plus dans le détail de la fonction d'activation. Un modèle étant composé de multiples couches et donc de multiples fonctions d'activation. Pour vous faire voir si. Alors, attendez, je cherche mon diapo. Voilà. Ici, on a la couche cachée numéro 1. Ici, on a une fonction d'activation. Et ici, on en a une autre. C'est par couche qu'on a une fonction d'activation. Donc en gros, on a des changements successifs et complexes de représentation qui vont s'opérer. Cela permet d'avoir un nouveau point de vue sur nos données que l'homme serait incapable d'avoir en peu de temps. Attention, pour ceux qui s'y connaissent déjà un petit peu, il ne faut pas confondre fonction d'activation et fonction de perte, loss function. Voir page 8, ça c'était pour ceux qui voulaient le PDF. Donc la loss function est appliquée sur tous les modèles, enfin sur tout le modèle, excusez-moi, et est donc unique et permet de calculer la performance du modèle. Ça veut dire que contrairement, excusez-moi, à la fonction d'activation qui est dans cette couche et dans celle-là, mais différente, la fonction de perte est appliquée à tout le modèle. Donc c'est-à-dire qu'ici on a une fonction de perte. Donc ouais, on va pouvoir passer. Donc on va aller voir rapidement. Donc la fonction rectifier de linéaire unit est la fonction d'activation la plus simple à utiliser. Je vous ai mis la fonction pour ceux qui veulent. En gros, elle donne x si x est supérieur à 0. Donc là, on peut voir sur la courbe, ici, on a une droite qui est sur l'axe des abscisses est égal à 0. Des ordonnées est égal à 0, excusez-moi. Et ici, elle va monter. Donc cette fonction permet d'effectuer un filtre sur nos données, elle laisse passer les valeurs positives dans les couches suivantes du réseau de neurones. Donc ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Sans sur toutes les fonctions que je vais vous faire voir, il y a des avantages et des inconvénients. Ensuite, on a la fonction sigmoid qui donne une valeur entre 0 et 1, donc une probabilité. Elle est donc très très utilisée dans les classifications binaires lorsqu'un modèle doit déterminer seulement deux labels. La fonction sigmoid est très simple à utiliser en Python car il n'y a pas de paramètres autres que la variable d'entrée. Donc il n'y a pas de prise de tête. C'est une des fonctions qui est très utilisée aussi par sa simplicité surtout. Ensuite, donc il y a softmax qui permet de transformer un vecteur réel en vecteur de probabilité. Donc on l'utilise souvent dans un modèle de classification, notamment pour les problèmes de multiclasse. Concrètement, avec cette fonction, chaque vecteur est traité indépendamment. Donc ça veut dire qu'on globalise tout et qu'on se concentre sur chaque partie. Soft plus, c'est l'approximation lisse. Alors, pour que vous compreniez le terme lisse, c'est que regardez, dans le schéma qui est là, en rouge, c'est donc la fonction RELU, et on voit un changement net d'orientation, alors qu'avec Soft plus, c'est une courbe qu'on dit lisse, c'est le terme. Donc, cette fonction est très intéressante, surtout par la dérivée, où on obtient une fonction logistique. Alors si ça parle pas et cetera, je suis désolé, mais je vous l'expliquerai, juste après, les fonctions d'activation ou à la fin. De toute façon, il y aura un moment de questions-réponses à la fin, donc voilà.
Et elle est utilisée pour contraindre le résultat d'une couche à être toujours positif. Mais, mais a été remplacée par RELU, qui est linéaire et donc beaucoup plus rapide à calculer. Parce que dans les IA, le plus important, c'est surtout la rapidité d'exécution. Mais je vous en parlerai juste après. Hop, et bah, on va continuer. Alors, SoftSign, elle est utile pour normaliser nos données car elle permet d'avoir un résultat entre -1 et 1 et garde en mémoire le signe des données, positif ou négatif. Autrement dit, les données sont recentrées sur 0 et par contre, elles sont bornées par -1 et 1. Et alors du coup, en fait, c'est la fonction, signe lissée. Alors la fonction signe, je vais pas vous l'expliquer parce que c'est pas une fonction d'activation, mais je vous ai mis un lien Wikipédia qui vous l'explique, vraiment très bien et je pourrais pas faire mieux qu'eux, donc je vous laisserai aller, y voir. Et donc elle est, différenciable, donc à d'autres, fonctions. Ensuite, on a la fonction, tan, moi je l'appelle comme ça, je sais pas si je la prononce bien, qui est simplement la fonction de la tangente hyperbolique. Il s'agit, en fait, d'une version mathématiquement décalée de la fonction, sigmoïde. Donc sigmoïde donne un résultat entre 0 et 1 et tan donne un résultat entre -1 et 1. L'avantage de tan est que les entrées négatives seront bien répertoriées comme négatives, là où, sigmoïde, les entrées négatives peuvent être confondues avec les, valeurs proches de nul. Sigmoïde, il a pas de -1, c'est 0, c'est tout. Cette fonction comme sigmoid est très utilisée dans les, classifications binaires. Hop, alors, exponentielle linéaire unit, c'est une amélioration de RELU, car elle permet d'avoir des valeurs lisses lorsque x est inférieur à 0. Hem, je vais pas alors, si je peux donner mon avis sur les 2 dernières, enfin sur ces 2 là, je les ai jamais utilisées dans les IA et je suis pas sûr qu'elles s'utilisent beaucoup. Mais je vais quand même vous la lire. Donc concrètement, cela permet de rapprocher la moyenne de la fonction, de 0. Une moyenne plus proche de 0 permet un apprentissage plus rapide car, cela rapproche le gradient calculé du gradient naturel. Effectivement, plus x diminue, plus LU, sature à une valeur négative. Cette saturation implique que, LU a une petite dérivée, ce qui diminue la variation du résultat et donc l'information, qui est propagée vers la couche suivante. Donc après, Scholar Exponential Linear Unit, désolé pour l'anglais. Donc c'est une optimisation de, ELU. C'est le même principe qu'avec LU, sauf que ici on vient utiliser un scalaire. Donc scalaire, je vous ai mis les 2 constantes, donc c'est alpha et squal. Donc je vous ai mis aussi la fonction bien évidemment. Donc alpha et squal sont prédéfinis. On on ne peut donc pas les changer, mais l'important à comprendre ici est que le squal est supérieur à 1. Cela permet à la pente de SELU sur x est supérieur à 0 d'être supérieure à 1 et évite certains problèmes lors du calcul du gradient. Donc la fonction d'activation, personnalisée, parce que c'est possible et je vous ai fait un petit exemple en Python parce que je sais que la communauté de Graven, est amoureux du Python. Donc alors on va passer directement, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. ah bah, je sais très bien que c'est vrai, t'inquiète pas, c'est toi qui m'as fait apprendre le Python donc je sais bien que c'est vrai. Non mais concrètement, créer une fonction, c'est simple, c'est déjà alors oui, chose très importante et je vais le dire, une fonction d'activation doit être non linéaire, c'est-à-dire différente de la forme donc d'une fonction, affine, donc ax plus b, qui ne peut être représentée par une ligne droite. Concrètement, il ne faut pas que votre, fonction, retourne une droite parce que ça ne fonctionnerait pas dans les IA. Dans les IA, il faut une variation. Et une fonction d'activation prend en entrée un tenseur, je sais pas comment on dit. Ainsi, si on veut utiliser la fonction exponentielle sur Python, il ne faut pas, utiliser donc math, point, exp, fonction de x, car ici en gros x c'est un nombre réel et nous c'est pas ce qu'on veut. Mais, tensorflow.math.exp, entre parenthèses x, où là x est un, tenseur. Donc je vous ai fait un petit exemple avec TensorFlow, très rapide, hein, je vous laisserai, bah, le lire dans le diapora dans le PDF si jamais ça intéresse, certains. Et donc, voilà, on arrive à la loss function ou fonction de perte que je voulais vraiment aussi en parler. Donc les neurones sont des fonctions mathématiques, comme on vient de voir à l'instant avec la fonction d'activation.
oui, qui permet de transformer des données brutes en données interprétables par l'homme, ce que j'ai dit avant. Donc on retrouve le schéma que je vous ai fait voir sur le diapo. Donc en gros, chaque neurone a une influence sur le résultat final. Donc modifier un seul neurone et le résultat est entièrement modifié et donc faussé. Donc optimiser un modèle, c'est donc optimiser chacun des résultats de ces neurones. Il est donc inutile d'optimiser un modèle qui nous donne déjà le bon résultat. C'est pourquoi avant d'optimiser un modèle, il faut d'abord déterminer si c'est utile ou non. Si c'est pas utile, ça sert à rien d'optimiser. Donc pour cela, pour vous expliquer rapidement la fonction, de perte, hem, on va calculer la différence entre le résultat prédit et le résultat, attendu. Donc, la différence, c'est, une soustraction, heu, si je me trompe pas, c'est ça, pour, avoir la perte et en gros, plus elle est haute, plus, beh, c'est pas bon, la perte est haute. Donc c'est pour ça, plus cette perte est minime, plus le modèle est performant. Donc ça, c'est les fonctions d'activation. C'est selon moi quelque chose d'important à comprendre. Hem, pour ceux qui sont pas en école, enfin qui ont pas vu ça en maths, je peux comprendre que par exemple, si on prend, voilà, tan, que cette fonction peut vous paraître complexe, mais en programmation, heu, c'est abordable de le faire. Après malheureusement, dans les IA, les maths sont très, très, très importants. Si je peux pas dire obligatoire. J'ai essayé un jour de créer une IA sans maths, ça a mal tourné, donc je vous conseille réellement de suivre vos cours de maths, comme ça vos profs seront contents. Donc on va retourner, là, hop, ah non, j'ai oublié de dire un truc, j'ai parlé de ouais, de ça. Donc les couches, cachées, oui cachées, ça on en a parlé et donc la couche de sortie, bah, ce sont le ou les neurones produisant, donnant le résultat des couches, antérieures. Donc voilà, c'est concrètement, c'est le neurone, qui va nous donner le résultat. Voilà, ça je voulais, finir là-dessus. Donc maintenant, on va parler dans les projets. Donc je vous ai cité, 3 langages pour moi où les IA sont abordables. J'en ai fait en JavaScript, en Python. Alors le C pas du tout, mais je sais que c'est, très bien comme langage pour ça. Hem, moi, si je peux vous donner un conseil pour ceux qui sont intéressés de se lancer dans les IA, rien que pour apprendre, hein, pour, des débutants et cetera, c'est de, commencer vous voyez les jeux quand on était enfant, par exemple les pierre feuille ciseaux, Puissance 4, Morpion ou tous les jeux en fait quand on était enfant, beh, de les refaire sur, version numérique et introduire une IA. Déjà, c'est, on va dire, enfantin, malgré que ça va être complexe parce qu'il va falloir soit utiliser une librairie comme TensorFlow, Keras, OpenCV, Microsoft, CNTK et il y en a plein. Oui, il y a Java aussi. Java est très utilisé aussi pour les IA, je sais bien. Mais j'ai voulu le mettre, mais je l'ai pas mis. D'ailleurs, oui, je coupe 2 secondes. Si vous avez des questions, j'ai le chat, à côté de moi, hein. Je réponds, directement en même temps. Donc voilà, donc prenez vraiment des jeux enfantins ou même des jeux plus complexes. Je vais vous ramener un exemple juste après, pour vous, démontrer et vous allez voir qu'en fait, c'est pas si compliqué de faire une IA. Une IA est abordable si on comprend le gros principe. Le gros principe, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant, c'est concrètement comment ça fonctionne. Et ensuite, bon, le principe que je vous ai voir enfin que je vous ai fait voir, c'est, par rapport au deep learning. Mais le machine learning est beaucoup plus abordable malgré qu'il faut quand même prendre le principe, mais il est un peu différent, mais les fonctions d'activation sont les mêmes et cetera donc vous serez pas perdu avec, ce que je vous ai fait voir, pardon. Aussi vous pouvez, classifier des données. Je sais pas si, vous voulez, je sais pas, vous avez, alors, un bot Discord par exemple. Je sais que ça a été la grande mode, il y a quelque temps. Un bot Discord, vous pouviez faire une IA avec Discord. Par exemple, analyser les messages des gens pour savoir si les messages étaient toxiques ou non. Hem, aller dans les vocales et faire parler une IA, c'était entièrement possible aussi. Tout était possible en fait, dans les IA, c'est ça qui est enfin, pour moi les IA, c'est ça qui est le plus beau en fait, c'est que tout est possible et tout est imaginable, le temps qu'on a le temps, et la patience parce que ça prend beaucoup de temps aussi. Hem
Aussi, alors ça permet de l'optimisation de certains projets, mais sous certaines conditions. Et ça, je veux insister là-dessus. Si un projet est déjà optimisé, dans le sens où votre projet, il est rapide, il fonctionne. Mettre une IA, c'est soit gagner encore plus de temps, et donc là, oui, c'est bénéfique, soit perdre du temps. Donc là, c'est pas bénéfique. Maintenant, imaginons, on a un programme qui est lent de base, et vous vous dites, ouais, je veux l'optimiser avec une IA. Si votre programme est lent de base, essayer avec une IA, c'est pas, enfin, c'est quasiment une perte de temps. Parce que l'IA peut pas être plus rapide qu'un algorithme. Ou alors, s'il faut vraiment l'entraîner, et si... excusez-moi. Et si elle est plus rapide, et ben alors là, oui, vous avez. Mais n'oubliez pas, et je suis pas là bon, pour vous parler d'optimisation de code, mais gardez en tête que optimiser votre code, c'est primordial. Je pense que Graven a dû vous en parler dans ses vidéos. Donc écoutez bien. Oui, Bon bah voilà, c'est parfait. Donc ouais, bon, les librairies de l'espace, la géométrie de l'espace intervient aussi dans les IA. Est-ce que tu peux développer ta question, Al-Kashi? Ouais, attends, si tu veux, je peux peut-être faire une recherche, ça me dérange pas. Euh, Géométrie dans l'espace, c'est ça? Oui, dans l'espace. Je vais te dire ça. Alors, la géométrie dans l'espace. Alors, ça peut intervenir. Je vais t'expliquer pourquoi. Dans, dans un code, enfin, quand vous faites une IA, chose que je n'ai pas dit, je vais le dire maintenant, vous avez plusieurs types d'IA. Il y a le Q-learning, donc le machine learning, deep learning, renforcement learning. Et donc chacun soit adapté fonction ce que vous voulez faire. Par exemple, pour un jeu, il faut aller vers du renforcement learning. Pour, disons, un robot, il faut aller vers le deep learning, etc. Si vous voulez, je pourrais vous parler de tous les types. Je ne les connais pas tous, malheureusement, mais je pourrais vous en parler de certains. Et donc la géométrie dans l'espace pourrait être utile dans les IA si ton IA va, par exemple, faire de la reconnaissance faciale. Par exemple, on prend la caméra de ma conférence. Là, je mets une IA sur moi. Je veux qu'elle dise, OK, là, il y a un humain. Et en plus, avec les facteurs, il dit, OK, là, ça, c'est comme. Donc là, OK, bon, c'est comme. Donc, ouais, la géométrie dans l'espace peut être important et utilisée dans quasiment toutes les IA qui vont se refléter en fait sur une caméra parce que la caméra va, enfin, en vue dans le 3D, on n'est pas dans le 2D, donc forcément, ouais. Donc, non, franchement, question très intéressante. Je n'y avais pas pensé, donc merci Al-Kashi. Donc, les librairies, je vous en ai parlé. Donc, juste mon TensorFlow, enfin, ceux que j'ai dit sont orientés plus vers Python. Après, alors, JavaScript, il y a TensorFlow aussi. Keras, je sais pas. Mais en tout cas, il y a Brain.js donc sur JavaScript. Brain.js, pour vous donner un avis après utilisation, sur un petit algorithme, oui. Sur un vrai projet, non. C'est, selon moi, c'est pas adapté. C'est bien pour apprendre, par contre, parce que c'est très pédagogique. Après, ouais, à quand même garder ses distances là-dessus, ouais, ça peut être, c'est quand même pas mal. Donc, on va passer à comment industrialiser, excusez-moi, une IA. Donc, je vous ai récupéré une image pour vous parler. Alors, c'est en anglais, vous inquiétez pas, je vais traduire. Donc, on va commencer par l'expérience client. Donc, vous êtes vendeur et vous voulez améliorer des résultats sur votre site en fonction de l'utilisateur. Vous avez un client qui est très intéressé par les robots. Je sais qu'il y a une conférence par rapport à la robotique dans l'après-midi, si je ne me trompe pas. Et bah tout simplement, ok, par exemple, vous vendez plein de choses, vous savez qu'il est vraiment intéressé par les robots, ok, on met en top d'affiche les robots. Donc, voilà, ça peut être utile pour ça, ça peut être utile vraiment pour plein de choses dans ce domaine. Et d'ailleurs, dans tous les domaines que je vais citer, déjà il y en a beaucoup d'autres, et je vais juste prendre des exemples selon, enfin, pour moi, comment l'IA peut être introduit là-dedans. Donc après, les chaînes d'approvisionnement. Vous êtes commerçant, par exemple, on va prendre Intermarché, toutes les semaines, je pense, même tous les jours, je ne sais pas, ils doivent faire l'inventaire. Ça veut dire quel produit est encore disponible dans le magasin. Une IA pourrait prédire tout ça dans le sens où pendant, allez hop, 3 semaines, vous allez elle va récupérer les données. Quel
article est acheté, à quelle fréquence, et au bout, allez, après l'entraînement, hem, il va se dire: «OK, bon, bah, là, je pense que l'inventaire, il reste X, ouais, choses, bah, tout simplement, dans le magasin». Donc pour moi, c'est quelque chose qui peut être vraiment utile là-dedans. Ressources humaines, heu, moi je verrais ça pour, gérer les contrats, pour, bien négocier les contrats, les mettre à valeur de l'expérience des personnes. Les absents, les congés, bon après ça, je sais pas trop si une IA, serait utile qui gère ça, mais bon, c'est ce que j'ai trouvé par rapport à ça. Ensuite, détection des fraudes, bah, c'est exactement ce que je parlais avec, la crypto-monnaie et cetera. C'est concrètement, elle va détecter la fraude, donc elle va annuler le paiement, et ça, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus fiable, et c'est un pour moi, c'est parfait. C'est concrètement, c'est comment protéger, les utilisateurs rapidement. Ensuite, on a, attendez, je suis rendu là, hein. On a les connaissances des créations. Une IA, tout simplement, vous l'entraînez, elle peut vous, donner des projets. Et sur ça, je voulais, mettre un point d'honneur et une grande dédicace à une entreprise que je vais vous faire voir maintenant. C'est là, donc c'est OpenAI qui ont sorti, si je ne me trompe pas, en premier un générateur d'images, heu, en fonction du texte. Alors là, c'est une démo parce que tout simplement, il faut, payer, ou s'inscrire, je sais plus. Ce qui est normal vu le travail qui a été amené. Et par exemple, ici, bon, on veut, Teddy Bears en train de acheter des choses dans, l'Égypte ancienne. Et donc là, on a plusieurs résultats à partir du texte. Et pour ceux qui veulent se renseigner par rapport à eux, qui est, franchement, j'applaudis leur travail, c'est payant. C'est payant, c'est gratuit. J'ai 2 j'ai 2 personnes qui me disent ça. Mais s'il y en a qui attendez, au pire, je vais vous dire, attendez, je vais vous dire rapidement. Parce que dans tous les cas, on n'a pas de 50 utilisations gratuites par mois. OK. Les artistes en sueur. Alors, c'est vrai que ce commentaire est intéressant. Je vais vous parler d'une polémique, mais je ne souhaite pas qu'on rentre dedans parce qu'en fait, on pourrait y débattre pendant des heures. Beaucoup de personnes voient les IA comme le moyen de remplacer les humains. Alors, que je sois franc avec vous, si un développeur veut remplacer un métier ou des humains, le développeur peut. On est illimité en fait sur ce qu'on peut faire, donc c'est ça en fait qui fait que oui, on peut. Maintenant, je connais beaucoup de développeurs qui font de l'IA, pas tous, ça c'est sûr, pas tous. Mais dans ceux que je connaisse, c'est pas l'optique. On est là pour aider les personnes à dans leur métier, ça veut dire, par exemple, un comptable, bah, l'aider à aller plus vite. Si je prends, par exemple, un dix dys dysle ah! Comment on dit? Attendez, attendez, alors là, dyslexie, excusez-moi. Hem Beh, par exemple, là, on pourrait avoir un robot qui l'aide à comprendre, à s'améliorer. Ce qui veut dire, c'est qu'il faut pas voir les robots et les IA et tout ce qui les entoure de ça comme, la fin des humains. Non, non, si le temps que le développeur, tant que le développeur, en fait, se dit qu'il faut pas remplacer, c'est bon. Après, que je sois franc avec vous, si le développeur veut remplacer un métier, il peut le faire entièrement et il se fera pas mal d'argent aussi d'ailleurs. Hem OK, donc voilà, ça c'est si juste on nomme les IA correctement comme hem, alors, ta question est intéressante, Bruno. Intelligence artificielle. Alors on peut dire aussi intelligence automatisée quand on est dans le machine learning. Machine learning, c'est automatisé. Deep learning, tu crées un système neuronal artificiel, c'est pour ça que, je parle de IA, donc de choses artificielles. Mais non, ce qui est sûr, et c'est là où tu as raison, c'est que si on parle de machine learning, c'est de l'intelligence automatisée et non, artificielle. Voilà. Donc, on va reprendre là où on était. Non, hop, ça doit être par là alors. Donc, recherche et développement, bah, on peut visualiser, beh, avec la géométrie dans l'espace, enfin un aspect technique. Par exemple, on va dire vous êtes mécano, vous avez besoin de réparer une voiture et bah, par exemple, une IA peut projeter
la fiche technique devant vous et vous dire ok, c'est ça, faut que tu modifies telle pièce. Et après aussi voir les possibles et les impossibles, bien évidemment, qui rentrent dans le métier de recherche et développement. Après, on a analyse prédictive, donc permet de prévoir des analyses hem, avec plus de précision et fiabilité. Donc ça, c'est mon point d'honneur sur les IA, c'est que plus elle est entraînée, plus elle est efficace et plus elle est précise. Donc c'est tout ce qu'on veut dans les métiers, c'est de la précision avant tout. Après, gestion des opérations en temps réel, donc permettre de gérer avec plus d'efficacité, les opérations, surtout que, faut le rappeler, l'humain, il gère une opération par une opération. Si je vous pose, par exemple 9 fois 9 et 10 fois 11, vous allez me répondre partie par partie. Une IA, c'est-à-dire entraînée. Donc alors, je finis juste ce que je suis en train de dire. Une IA, elle fait tout en même temps. Elle a une force de calcul qui correspond à la machine, comme j'ai dit, précédemment. Et donc, je vais juste répondre à la question, parce que je préfère faire comme ça, et cetera, bref, c'est pas le problème. C'est-à-dire entraîner. C'est vrai que j'ai pas dû en parler. Une IA est entraînée, concrètement. Si je viens vous faire voir, attendez, dans les projets, non. Je vais remonter, concrètement ici, VIX, tu as un modèle. Tout ça, c'est un modèle et concrètement, une IA, a une mémoire. Par exemple, nous, on a la mémoire de notre cerveau qui nous permet de parler français, anglais, coder, et cetera. Une IA, elle a, un modèle concrètement, pas le réseau de neurones, mais un modèle qui contient toute sa mémoire sur ce qu'on l'a appris. Donc ça veut dire que concrètement, j'entraîne une IA à me reconnaître facialement et bah, elle va enregistrer dans sa mémoire, dans son modèle, les caractéristiques de mon visage. Ça veut dire, moustache, yeux, sourcils, cheveux. Bref, vous avez compris le principe. Donc ça veut dire entraîner. Donc c'est une chose obligatoire, peu importe, peu importe en fait la hauteur, et la profondeur de l'IA, machine learning, deep learning et tous les learning et cetera. Il faut de l'entraînement, c'est obligatoire et c'est ce que je vais vous démontrer juste après. On va retourner là où on était. Hem Et ouais, Rémi, c'est exactement ça. Elle a besoin d'un jeu de données pour s'entraîner, et régler ses paramètres. Parce que, enfin concrètement, c'est exactement ça, c'est tu as des paramètres et tu vas les réévaluer, les baisser, les augmenter pour avoir le résultat parfait. C'est, là où joue la fonction d'activation et la fonction de perte. On était rendu, au service client, permettre de répondre, gérer les demandes des clients plus rapidement. C'est ce que j'expliquais avec les sites de e-commerce, et Discord par exemple, où c'est une IA ou un bot qui va nous répondre pour, prendre notre demande. Ça veut dire que je suis commerçant, je mets ça en place et bah, la personne si elle me demande, un contrat, un devis et bah, l'IA est capable de le faire. Bon bien sûr si elle a été entraînée à ça, mais elle devrait être capable de le faire. Ensuite, gestion des risques et analyse. C'est comme, donc, la prédiction des analyses. C'est au bout d'un moment, il faut se dire, il faut prédire les risques et les analyses. Rien de plus simple, c'est, anglais-français. Hem, donc concrètement, l'IA à base donc d'entraînement, ce que je disais, ce qu'on parlait avec les personnes dans le chat sur YouTube, l'IA doit réussir à prédire, hem, ce qu'on lui demande. Heu, un exemple, est-ce que ça parle à tout le monde, le bitcoin et l'ethereum? Ce que enfin, concrètement, c'est 2 cryptomonnaies, enfin les 2 plus grosses cryptomonnaies si je me trompe pas, actuellement donc s'il faut oui, bah, oui, bon, bah, c'est bon. Anonyme, il me prend pour, un débile à poser la question. OK, c'est bon, je reposerai plus de questions débiles, anonymes, il y a pas de souci, OK, OK, bon, si tout le monde connaît, on va pouvoir, éviter l'explication. Apparemment, l'analyse des fonctions numériques est à la base des IA. Al-Kashi pose des vraies bonnes questions. Anna, alors attends, je j'ai pas envie de te dire n'importe quoi parce que je suis vraiment là pour que vous soyez intéressés, que pourquoi pas vous allez vers des projets, à l'IA. Donc je vais te dire,
Qui est à l'analyse des fonctions numériques et à la base des IA. Bah, oui, parce que dans le sens où faut que tu comprennes, la fonction exponentielle, faut que tu la visualises. Donc moi, je dirais oui. D'après la définition que j'ai sous les yeux, hein, pour pas me tromper, pour moi, oui, c'est à la base et c'est pour ça que je dis, en fait, que les cours de maths sont obligatoires. Suivez les cours de maths, c'est très important. Après, juste par rapport à ça, si jamais les maths, vous êtes perdus et cetera, vous inquiétez pas, les librairies actuelles vous aident et sur Google et cetera, il y a beaucoup de personnes qui postent des documents, là-dessus. Donc en fait, si vous partez dans les IA, même si vous partez avec un bagage avec, rien du tout dedans, beh, si vous vous intéressiez vraiment aux IA et bah, tout simplement vous pourrez, réussir à faire une IA entièrement. Après plus ou moins performante, c'est pas le sujet, mais au moins à faire une IA pour approfondir et créer des projets autour de ce vaste sujet. Tu aurais des sources à proposer. Alors, JBE, c'est ce que je disais avant, concrètement, si tu veux commencer, déjà on va commencer à ça, on va commencer vraiment on connaît rien aux IA. Pour commencer, moi ce que je te conseille, c'est de reprendre des jeux d'enfants, hein, pierre, feuille, ciseaux, morpion, puissance 4 et donc les faire, avec, enfin sur, enfin version numérique, excusez-moi et avec ça tout simplement, ajouter l'IA. C'est qu'en gros, toi tu vas jouer contre l'IA et donc à force de faire des parties, tu vas l'entraîner. Dernière fois que j'ai fait ça, c'était un pierre, feuille, ciseaux contre une IA. Au bout de la 100e partie, elle me gagnait tout le temps. Ça m'a énervé. Mais c'est pas grave. Au moins, ça fonctionne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais pour approfondir le sujet, pour répondre à ta question, des sources à te proposer. Moi, j'en ai quelques-unes Ah, bah voilà. Ouais, vas-y. Alors déjà, en termes de vidéos, tu as la chaîne de Defend Intelligence où il parle de Ah oui. cybersécurité et il met la notion d'intelligence artificielle comme son pseudo l'indique. Et sinon, si tu veux plus des tutos, tu as la chaîne de Machine Learnia où tu vas avoir une série de vidéos où il y a par exemple du Python adapté pour l'IA. Donc ça peut être deux chaînes YouTube que je te conseille. En tout cas, dans le contenu gratuit français, c'est ce qu'il y a. Après, il y a beaucoup plus de contenu en anglais et tout, mais bon, j'ai pas de référence là particulière en tête. Mais c'est un sujet qui est assez vaste, l'intelligence artificielle. Et comme disait c'est bien de connaître les notions de mathématiques, mais c'est aussi bien de comprendre ce qu'on fait avec, par exemple, si tu prends TensorFlow et que tu connais rien en maths, c'est bien de savoir ce que tu écris et ce que ça fait derrière, au moins d'avoir les grandes idées. Maintenant, si tu veux en faire ton métier, ça suffira pas parce qu'il faudra écrire des trucs par toi-même et pas toujours dépendre des librairies parce que des fois, il y a des choses où il faudra pousser un peu plus loin. Voilà. Ok, ben merci Je Graven. laisse compléter comme on va Non, non, finir dans... mais ce que J'ai tu coupé viens la de dire, mauvaise personne. compléter par rapport à ce que tu viens de dire sur les sources, j'ai rien à dire. C'est vrai que les youtubeurs français par rapport aux IA, je les connais pas trop. J'ai vu une question. Alors oui, c'est possible de créer des IA en JavaScript. Il y a beaucoup de librairies qui le font. Et bon, je suis pas un main Python, mais c'est vrai que Python est quand même mieux pour les IA. Enfin, son Python est réputé pour ça, hein, donc euh, Python garde sa réputation à propos de ça. Donc c'est vrai que y a rien à dire là-dessus. Euh, oui, ML5JS est aussi une très bonne librairie. Hop, donc on était rendu à l'amélioration client. Ben, vous êtes commerçant, ça va être mon exemple tout le temps maintenant. Vous êtes commerçant, avoir la possibilité d'améliorer l'expérience de vos clients, c'est primordial. Comment avoir des clients, c'est amener une expérience à son paroxysme. Plus l'expérience est bonne, plus ils iront acheter. Donc c'est pour ça qu'une IA peut analyser et se dire, ok, là on peut améliorer. C'est selon moi quelque chose de très important. Et ensuite, donc la fixation des prix et promotions.
moi j'ai mis que ça permettait de tenir un équilibre entre promotion et prix, dans le sens où, par exemple, je sais que je veux devenir auto-entrepreneur d'ici peu. Et bah si par exemple je veux faire une collaboration, il faut que je fixe le prix de, par exemple, de vente de quelque chose à la promotion de la collaboration. Ça veut dire combien gagne-t-il par rapport au prix. Donc j'ai parlé d'équilibre, etc. par rapport à ça, mais ça peut être très très vaste hein, là-dessus, bien évidemment. Ok, alors, de mon côté, je vais répondre à vos questions, on va prendre un petit temps. Euh, alors, c'est qu'on a commencé plus tôt parce que je me disais bien, mon timer il a 48 minutes, il est 18h32. TVA, oui aussi, ah oui bien sûr, il y a la TVA qui est prise en compte. Euh, pour ceux qui veulent approfondir le sujet, j'ai fait des recherches rien que pour vous. Je vous ai trouvé tout simplement un PDF, alors très très complet, et là honnêtement, il faut avoir des grandes connaissances en maths pour le comprendre. Ce PDF contient tout, ouais, on va dire à peu près tout ce que je viens de dire, mais avec les maths qui vont avec et tout ce qui globalise les IA, le saint PDF, exactement. Le saint PDF. C'est comme ça que je vais renommer mes PDF maintenant. Donc, moi, je vais pas rentrer dans le sujet de ce PDF. Maintenant, à vous de me dire si vous voulez avoir le PDF pour approfondir le sujet, ou alors si ça vous intéresse pas, c'est à vous de voir. Je fais en fonction de vous. Mais non, mais ah oui, non, alors oui, ok, tu déconnes à la base, mais c'est vrai que on pouvait parler des taxes aussi dans le prix et les promotions, parce que les taxes, malheureusement, interviennent. Est-ce que le métier de data scientist consiste à développer des IA? Oui et non. Oui et non, parce que concrètement, data scientist, c'est énorme aussi. Ce que je veux vous dire, c'est que data scientist, c'est la science des données. Après, pour faire du deep learning, il faut être data scientist. Il faut avoir la connaissance data scientist. Sinon, c'est pas que c'est mort, mais vous allez vraiment galérer dessus. Donc oui et non, ça dépend en fait, mais c'est mieux d'être data scientist. Après, je pense pas que vous faites que ça, et ça m'étonnerait parce que sinon, enfin, je vois pas l'intérêt personnellement. Après, c'est n'est que mon avis, mais normalement, Graven, si tu as un avis là-dessus, si tu veux le partager par rapport aux data scientists, si est-ce que c'est uniquement pour développer des IA ou non? Si tu as un avis, écoute, je pense que tout le monde veut l'entendre. Donc, apparemment, il a pas d'avis. Écoutez, vous aurez pas droit à l'avis de Graven là-dessus. Donc, Graven. Ah, il est là. Ah non, il est pas là. Ok. Graven, je t'envoie les liens des PDF. Alors attends. PDF approfondissement. Donc, le PDF d'approfondissement, il vient de l'université de Toulouse. C'est absolument pas moi qui l'ai fait, hein. Je remercie l'université pour ce PDF très très rempli et très très compétent. Enfin, très compétent, très complet, excusez-moi. Alors maintenant, il faut que je vous fasse. Je vais vous envoyer le lien. Attends, alors comment je vais me débrouiller pour vous donner le lien euh, Juste après, je vous envoie le lien vers le PDF là, des fonctions d'activation. Alors attendez, on va faire sous Mediafire, ce sera plus simple. Alors, on va faire ça. Alors, je vous fais ça rapidement. Si vous avez encore des questions, hein, je suis prêt à y répondre, il n'y a pas de souci. Le temps que j'envoie le fichier async.conf fonction d'activation. Hop. Alors, c'est en train de se mettre sur Mediafire et je vais pouvoir
vous en parler. Enfin, après, ce qu'on va voir, en fait, je vous ai pris un exemple concret. Alors, c'est un projet open source, tout simplement, en fait, qui parle, enfin, qui fait du renforcement learning. Et c'est un peu pour vous démontrer comment, en fait, enfin, qu'est-ce que ça donne, en fait, en pratique. C'est quoi le résultat à tout ça. Donc, partager. J'aimerais faire de l'intelligence artificielle à mon métier, mais je ne sais pas trop quels sont les métiers précis qui sont spécialisés en intelligence artificielle et comment travailler dans ce domaine. Euh, alors déjà, c'est une très bonne voie que tu veux faire. C'est, tu vas pas t'ennuyer, ça c'est sûr. Les métiers précis, bah, quand tu es développeur, tu peux te retrouver à faire de l'intelligence artificielle si dans ton CV, tu précises que tu es capable de faire ça. Parce qu'en fait, sur tout projet, euh, on peut amener une IA. Donc maintenant, comme je parlais avant, c'est savoir si c'est optimal ou non. Mais beaucoup de métiers en fait sont dedans. Après, qui sont spécialisés dedans, je peux regarder. Euh, Selon moi, ben alors attends. Ouais, bon, en fait, il y a rien de plus simple. Il y a ingénieur en intelligence artificielle. Donc en fait, là, tu seras vraiment spécialisé là-dedans, hein. Tu feras ça à longueur de journée. Travailler dans le domaine, master, hein. Master école d'ingé, je dirais. Qu'il faut, qui fait du dev et tu nous mets tous au chômage. Il a pas tort, Bruno. Ah oui, il y a beaucoup de maths dans ce PDF. Oui, oui, oui. Dans le PDF qui a été envoyé actuellement, il y a beaucoup, beaucoup de maths. Là, je vais vous amener le deuxième lien. Attendez. Euh, PDF, fonction, activation. Tiens, Graven. Normalement, c'est bon. Alors, dites-moi si le second lien fonctionne, parce que j'ai jamais utilisé Mediafire. Hum. Attendez, au pire, je vais vérifier sur l'autre PC. Attendez, hop, je prends juste le petit port USB. Alors, Mediafire. Ça fonctionne, ça fonctionne. Ok, bon, parfait, ça fonctionne. Hop, merci. Donc, hop. Alors, donc maintenant, on va voir ce que je voulais vous présenter à la fin pour démontrer tout ça. Alors, c'est pas là. Alors, où c'est? Attendez que je cherche. Ok, c'est là. Je vais vous faire voir donc un projet open source qui n'est pas le mien. Je précise, ce n'est pas le mien du tout. Qui tout simplement bah, va vous faire voir comment fonctionne le renforcement learning. Donc, je vais un peu vous détailler tout le processus. Donc là, on se trouve sur un circuit donc, qui est en vert clair où on va lancer un système neuronal, donc en renforcement learning, par génétique. Je vais rentrer dans le domaine de la génétique maintenant. Bah, le machine learning, c'est des maths. Oui, ah oui, oui, c'est aussi des maths. T'en as moins, mais ça reste des maths. Tout ce qui va toucher à l'IA, que ce soit l'automatique et artificiel, tu auras des maths. Tu en auras et tu vas, si tu pars, enfin, la personne, la Creadev Community, toi qui veux partir dans ce domaine, accroche-toi aux maths. Parce que le problème, c'est que quand tu touches à l'industriel, tu peux pas te permettre d'utiliser un framework. Ce que déjà par rapport aux droits d'auteur, etc., enfin, c'est un peu compliqué. Donc là, on fonctionne par génétique. Ça veut dire la voiture qui va le plus loin. Donc là, actuellement, c'est la 1. Donc là, elle a fini la course. Donc là, on va récupérer le système neuronal de la voiture 1 pour le mettre dans la course suivante. Et donc ça, en boucle, en boucle, en boucle. Donc c'est pour ça qu'on a un compteur de génération ici. Et donc concrètement, c'est comment obtenir le meilleur résultat. Donc là, parce qu'il tourne en rond. Donc alors moi, j'avais essayé pour être sûr que c'était bien de l'IA quand même. J'ai fait 30 générations, c'était bien. Comparé au départ où c'est un carnage. Mais là, c'est quoi, je vais laisser tourner. S'il y a des questions encore, je vais y répondre, il n'y a pas de souci. Est-ce que la physique est aussi employée dans l'intelligence artificielle ou ce n'est que les maths? La physique dans quel sens? La physique, quelque chose de physique ou la physique, la matière? Je pense plus que c'est la matière, mais je veux être sûr parce que pour de répondre de travers à ta question. Si c'est la physique, la matière, je ne pense pas. Selon moi, non. Je ne verrais pas l'intérêt.
Euh, la matière. Ouais, la matière, ok, ouais. En fait, ça peut être utilisé si tu veux faire une IA qui part dans la physique. Après, tu n'auras pas besoin de la physique pour créer ton IA. Tu vas entraîner ton IA sur de la physique, par exemple sur, je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, sur les atomes, sur le tableau mais sinon, la physique, tu n'en auras pas besoin dans la création. Électronique et la mécanique interviennent aussi dans les IA. Alors, ça dépend de ton projet. Si ton projet, c'est de faire une IA, un robot, par exemple. Alors, est-ce que j'ai un. Ouais, non. Bref, j'ai pas de truc à côté. J'allais prendre un truc, mais on va dire que je promouvois la marque. Bref, si tu veux que ton robot. Parce que du coup, là, ce serait un robot, ce serait pas une IA, ce serait un robot. Si tu veux que ton robot. Enfin, si tu veux faire un robot à partir de l'IA, oui, parce que du coup, tu aurais donc la partie physique, etc. Donc là, oui, tu aurais besoin de ça. Après, enfin, donc la mécanique, si tu veux faire un robot, oui, ou alors si tu veux faire, par exemple, les voitures connectées, par exemple, comme Elon Musk avec Tesla, l'électronique peut quand même venir plus facilement. Avec, par exemple, les cartes Raspberry, Arduino. Alors, Microbit qui était parlé tout à l'heure, je suis pas sûr. À redéfinir. Mais ce qui est sûr, c'est que l'électronique peut venir beaucoup plus facilement que la mécanique. La mécanique, ça dépend vraiment de ton projet, et même l'électronique, ça dépend aussi du projet. Ça dépend de si tu en as besoin ou non. Et la physique, oui, si tu parles de détection d'objets. Par exemple, l'exemple de la reconnaissance faciale, là, euh, j'ai perdu mes mots. Euh, Attendez, voilà, reconnaissance faciale. Là, tu vas utiliser la physique. Par exemple, si on prend ma tête, tu vois, donc là, on va récupérer la physique de ma tête, donc la moustache, le nez, les yeux, les sourcils, les cheveux, la forme. Donc là, ouais, là, ça va tenir la physique. Intervenir, excusez-moi, la physique. La physique, en fait, c'est un peu comme tout. C'est Tu vas avoir des notions qui vont intervenir parce que dans ton projet, tu as besoin qu'ils interviennent. Sinon, ben, ça va pas intervenir. Quelle branche de maths qu'on doit connaître pour faire de l'IA? Ah, j'ai envie de te dire tout, hein. Franchement, tout. Je vois pas de domaine des maths. Enfin, sûrement qu'il y en a, mais il faut vraiment avoir de très très bonnes bases en maths. Faut être calé un peu partout, dans les probas, dans les fonctions, dans les dérivés. Euh, Il y a quoi d'autre? Enfin, la règle. Ah, quelles ressources conseiller pour travailler convenablement avec l'IA? Première ressource, ben, enfin, un éditeur de code. Il n'y en a pas de mieux, peu importe. Une bonne librairie si tu veux commencer. Euh, la plus simple, c'est hypnotisant. La plus simple, ce serait en JavaScript, Brain.js, en Python, ton Keras, TensorFlow. Mais avoir une bonne librairie pour pas devoir se taper le réseau de neurones. Mais niveau des ressources, ouais, euh, il faut avoir des connaissances un peu partout. Et ouais, pour répondre à ta question, les ressources, Google, hein. Google sera ton meilleur ami parce que ben, dès que tu buggeras sur une fonction de maths, dès que tu comprendras pas quelque chose, ben, Google pourra te répondre. Donc, avoir une bonne connexion Internet pour chercher. Quelle différence tu fais entre un robot et une IA? Il y a une grande différence, une très très grande. Faut pas associer robot à une IA. Il y a des robots qui sont avec des IA, enfin, qui fonctionnent avec des IA. Mais il y a beaucoup de robots, c'est un simple algorithme dessus, hein. Enfin, j'ai pas la différence qui me vient en tête précisément, mais ce qui est sûr, c'est que c'est réellement différent. Une IA n'est pas un robot et un robot n'est pas une IA. C'est deux choses différentes. Je trouve ça ultra captivant de voir des petites voitures en.
Bah oui, bah j'ai passé 1 heure avant la conférence à regarder des petites voitures comme ça à se déplacer. Ça m'apaise. Je voulais dire niveau ressources système. Ah d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Alors, j'aurais pas des composants à te donner comme ça. Il te faut un CPU, processeur, un GPU, carte graphique pour tout ce qui est géré, enfin pour gérer les images. Euh, Et concrètement, bah, il te faut de la RAM, de la mémoire, et il te faut une bonne puissance de calcul. Par exemple, je sais pas si je peux voir, parce que non, ça va pas être là. Attendez, je cherche. Non, ce sera pas là. Ah voilà. Ok. Par exemple, là, moi, j'ai 8 gigas de mémoire sur le Mac, 245 gigas de stockage. Euh, c'est suffisant pour faire des IA. Peut-être pas, peut-être pas des grosses, mais c'est suffisant. Donc, tant que tu peux lancer du CPU, du GPU, c'est bon. T'es bon. Demander la différence en un robot et une IA, de mon point de vue, c'est demander la différence entre l'humain et mon cerveau.